pavé, hein. Chapeau, tu as mis un temps fou, mais c'est un pavé extrêmement intéressant. Et je vais le garder par devers moi jusqu'aux vacances où je vais là le dévorer. C'est un livre particulièrement saisissant parce que déjà le sujet est un sujet étrange qui fait appel à beaucoup d'imaginaire, beaucoup de... Et puis surtout, il fait appel à la religion, il fait appel au sacré, il fait appel au senteur, il fait appel à l'enfance. Il y a beaucoup de choses qui sont très énigmatiques dans le sujet. C'est un sujet, de toute façon, qui est millénaire. Et donc, chapeau d'abord d'avoir écrit un livre aussi fouillé, aussi... C'est un livre d'une vie, non? Oui, je ne tomberai pas dans le même piège, je crois, parce que je suis tombé dans ce piège-là. Je suis un peu perfectionniste. Et quand j'ai commencé à écrire, donc j'ai essayé toujours d'approfondir, et donc j'ai passé pas mal d'années. Les premiers écrits qui sont sortis dans une revue internationale, c'est les années 80. Alors vous vous rendez compte? Ouais. Une trentaine d'années pratiquement. Alors c'est l'histoire d'une vie, c'est vrai, c'est l'histoire d'une vie. Mais je ne recommencerai pas parce que c'est trop long et c'est complexe quand même, c'est très complexe. Il faudrait trouver des sujets plus faciles. Mais la complexité fait que oui, on accroche vraiment. Et à chaque étape du livre que j'ai parcouru, je dois le lire d'une manière plus approfondie parce que vraiment je me suis pris au jeu. À chaque étape appelle une autre. C'est vrai. Ce que je voulais dire, c'est que peut-être c'est les motivations au départ, parce que c'est quand on écrit, quelle que soit la communication, qu'elle soit orale ou écrite, il faut d'abord, la première chose à faire dans l'introduction, c'est de préciser, de définir le sujet, c'est-à-dire de quoi s'agit-il. Ici, il s'agit de la tradition des encens en Tunisie, et que le titre que j'ai appelé Magie et sacre de l'odeur. Et il faut aussi préciser pourquoi, quel est l'intérêt du sujet. Et aussi, donc, et là, c'est ça ce que j'aimerais préciser, c'est l'intérêt, pourquoi avoir choisi ce sujet. Les raisons sont doubles. Il y a une raison qui est avouée, qui est une raison scientifique. C'est le constat d'un écart entre un écart immense, un écart et injuste, entre une pratique éminemment culturelle, d'une extrême complexité et très diversifiée, que sont les encens, et d'une manière générale ce qu'on appelle les odeurs rituelles et les rites olfactifs, et d'autre part, si on peut dire, le réductionnisme et la simplification qui est de mise en quelque sorte, le peu de cas et l'absence de place qui sont faits aux odeurs rituelles dans la littérature et dans... Je vais donner un exemple. Les odeurs rituelles, les rites olfactifs sont souvent associés, et je dirais à tort, à des actes de sorcellerie. Par exemple... la magie, la sorcellerie... Oui, c'est pas la même chose. C'est de la sorcellerie au sens de magie noire. Ouais. Or là, il s'agit plutôt de traditions familiales, pratiquement, ce que les gens font, qu'est-ce qu'ils brûlent lors de circonstances de la vie quotidienne ou lors d'événements heureux ou malheureux de l'existence ou lors des événements sacrés, enfin religieux, etc. Donc il s'agit de... L'objectif de cette magie-là, c'est plutôt défensif. Pour attirer le bien, pour repousser le mal, mais pas offensif, pas pour faire du mal. Donc c'est différent. Il y a ce qu'on appelle la magie blanche, la magie noire. Et les encens, malheureusement, quand on parle d'encens, sont souvent associés à tort, à mon avis, à des actes de sorcellerie. Et souvent qualifiés même par certains, je cite, de formes féminines et méprisables de superstitions anciennes. Je donne un autre exemple, on les a qualifiés aussi de fatras
magico-religieux, dégradé jusqu'à la caricature, et de formes hybrides de basse magie et de religiosité simiesque, c'est-à-dire le singe, simiesque en rapport avec le singe. Ça, c'est pour vous dire que c'est ce décalage entre une pratique qui est quand même très importante, qui est une pratique culturelle très importante, et ce mépris, en quelque sorte, et cette méconnaissance dans cette pratique. Mais c'est une pratique millénaire et qui en plus est une pratique qui est très associée à la religion, aux religions. Aux religions. Oui, c'est pas à propre, toutes les ce n'est religions. pas propre à la, toutes les ce n'est religions. pas propre à la Tunisie. C'est pour ça que pour moi, je sors du cadre local. Pour moi, c'est plutôt quelque chose qui peut se généraliser. Alors là, il y a toutes les religions et à toutes les régions. Et à toutes les en Tunisie, mais il y a aussi presque un certain nombre de pays, par exemple l'Algérie, le Maroc, d'autres pays arabes, l'Égypte, et puis d'autres pays dans le monde, les pays asiatiques, etc., l'Inde, la Chine, etc. Donc il y a quand même une... Alors ça c'est la première raison. Mais il y a une autre raison qui est peut-être... dans la mesure où c'est une œuvre scientifique, c'est un travail scientifique, on ne mélange pas le scientifique et le personnel, l'intime, l'affectif. Bon, mais la deuxième raison, c'est plutôt d'ordre affectif, d'ordre personnel, d'ordre... c'est... Je te vois, oui, je te vois venir. Cette raison-là, ou cette motivation, on la trouve, j'en ai parlé un petit peu dans les dédicaces. Oui. Dans les dédicaces... Il y a que des femmes citées. Oui, dans les dédicaces, parce que c'est typiquement féminin. Ouais. Alors, dans les dédicaces, il y a... c'est dédié à toutes les femmes qui m'ont inspiré ou aidé dans l'accomplissement de ce travail. Et plus particulièrement, je citerai que la première, à ma mère, dans les mystérieuses poignées d'encens, ayant parfumé et enchanté mon enfance, sont à l'origine de mes recherches sur les encens. Donc c'est ça. C'est pour ça que, vous savez, c'est surtout un souvenir d'enfance. Le souvenir de ma mère, après le petit déjeuner, qui prend une poignée d'encens et la jette sur un brasero, oui, sur lequel elle a préparé le café turc. Mais elle le fait pour que l'odeur émane On se voilà, gosse, je ne pouvais pas, oui, je ne voyais même pas ce qu'elle avait dans sa poignée. Et un geste furtif, sur la braise encore, sur la cendre encore brûlante, elle jette une poignée d'encens. La seule chose dont je me souviens, c'est sa poignée, hein, le geste, et la fumée ou l'odeur qui sort. Et c'est quelque chose qui m'a... C'est presque une obsession qui m'a poursuivi jusqu'à l'âge adulte. Et c'est vrai que le travail que j'ai fait et effectué, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust, en quelque sorte. C'est un peu à la recherche du temps perdu. Et je voulais savoir en quoi consiste cette poignée d'encens. Qu'est-ce qu'il y a dans cette poignée d'encens de ma mère. Donc c'est un petit peu dans cet esprit-là que... Et c'est vrai que tout le travail que j'ai fait, c'est pour essayer de répondre à cette question. C'est pour ça que je dis que c'est un peu proustien, c'est ma Madeleine à moi, en quelque sorte. Voilà un peu bon, ceci, voilà pour ces deux raisons, l'une objective, en rapport avec un travail scientifique, et l'autre plutôt subjective, et en rapport avec... c'est presque un roman. Là. Oui, 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 tout à fait. Dans un roman, on ne vous dit pas... on ne vous décrit pas les différentes étapes du roman. Bien sûr. Pas, bon, là, dans le travail scientifique que j'ai fait, c'est plutôt pour prendre un certain recul, parce que le travail est un travail scientifique, pour prendre un certain recul, il y a quand même une démarche scientifique. Mais alors que l'objectif, en arrière-fond, est un objectif plus personnel. Voilà un petit peu Juste dans ce geste quotidien-là de tous les matins, les encens sont composés de très nombreuses substances et d'origines diverses et d'odeurs différentes. Et vous en avez répertorié même une centaine, je crois, d'origine végétale, minérale et animale.
Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas toujours une bonne odeur. Et là, je vais citer votre ouvrage. Les substances osmologiques turaires ne sont pas toutes solides. Certaines sont visqueuses ou fluides. Goudron, parfum, huile essentielle et eau. Les substances osmologiques turaires ne sont pas toutes odoriférantes. Bon nombre d'entre elles sont d'odeurs plutôt désagréables. Ail, cumin noir, oignon, armal, voire même nauséabondes. Asphétide, goudron, repuantes. Et certaines même sont inodores ou produisent dans le feu peu ou pas d'odeur perceptible par un nez humain. L'alun, l'aiguille métallique, le sel, la terre, ce qui laisse supposer qu'une absence d'odeur peut être assimilable en un certain sens aussi à une odeur, et que partant, une substance inodore peut également être qualifiée d'osmologique, pour autant qu'elle entre dans la composition d'au moins un produit osmologique, au même titre qu'une substance odorante possédant une bonne ou une mauvaise odeur. Et là, ce qui est très intéressant, le paradoxe de la sensation ne se situe-t-il pas précisément dans cette absence-présence, l'absence d'une sensation pouvant être considérée aussi comme une sensation. On sent l'absence d'odeur comme on entend le silence. Oui, c'est un peu ce paradoxe. Quand on parle d'encens, quand on parle de parfum, on s'attend à ce qu'il y ait une bonne odeur. Or, dans ces substances, moi j'ai répertorié une centaine de substances, c'est vrai, végétales, animales et minérales. Il y a des substances qui sont bonnes, il y a des substances qui sont mauvaises, et d'autres qui sont vraiment franchement mauvais. Et puis vous avez des substances, c'est ça ce qu'il y a, qui ne sont rien du tout. Et c'est quand même un problème. Pourquoi ce qui laisse supposer que ce n'est pas uniquement l'odeur qui joue dans les encens. Il y a d'autres choses. C'est ça le problème, le pourquoi. La question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'il y a de mauvaises odeurs? Pourquoi est-ce qu'il y a des substances qui ne sentent pas du tout? Voilà j'essaie de répondre à cette... Mais il semble qu'il n'y a pas que l'odeur qui joue un rôle dans les encens. Il existe aussi d'autres caractéristiques, des substances telles que... Oui, je me suis rendu compte que, de façon générale, les substances en elles-mêmes, objectivement parlant, ne sont pas importantes. Ce qui importe, c'est les significations et la symbolique qu'une communauté donnée leur attribue, qu'un groupe social leur attribue. C'est plutôt les significations et les symboles dont ils sont investis qui est plus important. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que les odeurs, l'odeur qui joue l'odeur. Il y a aussi la couleur. Il y a des couleurs qui sont investies de signification positive et des couleurs qui sont investies de signification plutôt négative. Et puis il y a les vapeurs. La fumée, le crépitement de la substance dans le feu. Vous savez, quand les substances crépitent dans le feu, cela veut dire qu'il y a action. L'encens est actif. Et que généralement, quand il y a... Et ça montre aussi que le mauvais œil est parti, en quelque sorte, puisque en général, quand il y a crépitement dans le feu, les gens disent le mal est parti, il n'a plus d'effet. Alors, il y a la couleur, il y a aussi le bruit, c'est le comportement sonore au fumigène de la substance dans le feu, qui est aussi une signification, investi de signification. Il y a aussi la dénomination, le nom ou le surnom de la substance. Il y a des surnoms, par exemple, les graines de nigel sont appelées graines de la baraka ou graines de la grâce divine. Bon, elles sont investies de pouvoir positif. Vous avez le pourpier potager qui est appelé légumes bénis. Vous avez d'autres qui sont plutôt investis de noms négatifs. Par exemple, il y a une substance qui est l'amarante fausse-blette qui s'appelle la thésante. Alors
l'attisante, c'est quoi? C'est celle qui fait taire les mauvaises langues. Donc c'est une règle qu'on avait, elle fait taire les mauvaises langues. Bon, c'est-à-dire la dénomination de le nom, le surnom de la graine, vous avez d'autres qui s'appellent l'œil du diable, vous avez donc le nom ou le surnom aussi a de l'importance. Le pouvoir du nom. Et vous avez aussi la relation avec les traditions religieuses aussi. Vous avez. C'est justement la question que je voulais poser, c'est que il y a cette espèce de magie qui est associée à l'encens. Cette magie, souvent qui provient de l'enfance, et qui, je pense, est renforcée par le fait que toutes les religions ont peu ou prou utilisé l'encens. Toutes, que ce soit les religions islamiques, les religions bouddhistes, les religions catholiques, partout. Moi, mes souvenirs de l'encens, c'est le souvenir d'enfance qui a été ensuite associé à une grande partie de mon adolescence. Et ensuite, quand je me suis retrouvé à pénétrer dans des lieux de culte, surtout dans les cathédrales que je visitais, cette odeur-là qui me revenait, et qui était une odeur et une vapeur, des ondes comme ça, qui font qu'il y a toujours de l'encens, une émotion qui se dégage, et peut-être parce qu'il y a un souvenir d'enfance, et attribué aussi à l'aspect religieux, qui fait qu'on est très touché par cela. Ça vous a permis aussi de déterminer les fonctions attractives du bien et répulsives du mal. Oui, ça aussi c'était pour moi une découverte, parce que je me suis rendu compte que les substances sont spécialisées. Les unes sont censées plutôt attirer le bien, alors que d'autres sont plutôt censées attirer le mal. Les substances ne sont pas les mêmes. Les substances qui attirent le bien, qui sont censées attirer le bien, et les substances qui sont censées repousser le mal ne sont pas les mêmes. Là aussi, et comment? Alors, bon, je vous avais dit qu'il y a des substances qui sont investies de valeur positive, et d'autres qui sont investies de valeur négative. Eh bien, les substances qui sont investies par les traditions. Par les traditions, par les communautés qui les ont utilisées, Voilà, par les... Voilà. Traditions aussi bien populaires que religieuses, oui. Par ce que j'appelle l'inconscient collectif aussi. Bon, il y a on ne sait pas. Bon, ils sont investis de valeurs positives ou négatives. Alors, les substances qui sont investies de valeurs positives, selon le principe que le bien attire le bien, sont des substances qui attirent le bien. À savoir que le bien attire le bien. Et les substances qui sont investies de valeurs négatives, donc qui un peu symbolisent le mal, repoussent le mal. Le principe est d'un côté que le bien attire le bien, et de l'autre côté que le mal repousse le mal. Que l'on trouve dans la médecine homéopathique. On guérit le mal par le mal. Alors vous avez, il n'y a pas que les caractéristiques de substances qui m'ont permis de déterminer leur fonction, positive ou négative, oui, attractive du bien ou attractive du mal, mais aussi leur utilisation par rapport aux situations, à des situations. Chaque situation de la vie a ses compositions différentes compositions. Par exemple, si je prends une situation faste, un événement heureux, comme le mariage, par exemple, ou comme l'accouchement, ou la naissance, ou la circoncision, ou, enfin, etc. Donc, ces événements heureux, on brûle à la fois des substances qui sont censées attirer le bien et des substances censées repousser le mal. Pourquoi? Parce qu'un événement heureux, on a toujours peur. On a l'impression qu'il y a le... Il ne va pas perdurer. Il ne va pas perdurer, il y a de mauvais œil, il y a, je ne sais pas, le mal est plus ou moins aux aguets, etc. Et donc les gens, on brûle les deux substances. C'est un peu le mélange hétérogène, avec un dominante, naturellement, de substances odorantes, etc. Et vous avez des substances pour repousser le mal. Il y a les deux.
Si on prend maintenant les situations où malheureuses, les situations, mais excepté la mort, parce que tout ce qui est mort, décès, etc., c'est en rapport avec le sacré. Ouais. Mais les situations malheureuses, les critiques, les problèmes de la vie quotidienne, tout ce qui est catastrophe, ou je sais pas, ou des difficultés qui peuvent survenir, alors là, on brûle des essences ou des substances qui sont plutôt censées repousser le mal, qui sont malodorantes, qui sont, etc. Donc, quasi exclusivement. Et vous avez les situations, par exemple, sacrées, toutes les situations religieuses, ouais. Les événements religieux. Et là, c'est... La messe, par exemple. Oui, la messe. Et pour l'islam, c'est les prières, etc. Donc là, ce sont des substances plutôt odoriférantes. Toujours des substances licites et des substances de bonne qualité, des substances qui sont pour honorer justement la sainteté des lieux ou pour honorer la divinité. Là, on voit bien que lorsqu'il s'agit de sacré, là, on a des substances pour attirer le bien, pour honorer la divinité. Lorsqu'il y a des situations où il y a plutôt le mal domine, alors là, on a plutôt des substances pour repousser le mal. Hein. Et vous avez une quatrième situation, ce que rien ne se passe. La routine, il n'y a rien. Même quand rien ne se passe, on brûle des encens. Pourquoi? Parce que pour prévenir, parce que tout peut arriver. Hein. Et parce que quand rien ne se passe, justement, c'est là où les choses peuvent se produire. Peut-être parce qu'on espère aussi que des choses positives se produisent. Alors, oui, et quand rien ne se passe, quand la routine, la vie, enfin, où on oublie parfois, on omet de brûler des encens, ou alors quand on brûle, c'est plutôt des encens basiques, simples. Ouais. Un peu presque pour désodoriser. Elle joue le rôle de désodorisant pour un peu, bon, des substances très simples. Mais il y a toujours l'esprit quelque part. Hein. Mais toujours, c'est-à-dire que ce que j'ai découvert, ce qui est intéressant, c'est que le mal et le bien sont toujours inséparables dans toutes les situations. Mais dans une situation où le bien est manifeste et le mal est latent, dans d'autres situations où c'est le mal qui est manifeste mais le bien qui est latent, parfois les deux sont plus ou moins manifestes, mais la dominante le bien qui est manifeste dans le mariage, c'est un événement heureux, et parfois les deux sont plus ou moins latents, implicites, cachés, quand rien ne se passe, quand rien ne se produit. Là, il y a une sorte de neutralité. Si vous voulez. Sachant que les caractéristiques des encens divergent selon les communautés, selon les régions, Voilà, c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est que l'étude que j'ai effectuée, c'est dans le sud tunisien, le centre-est, centre-ouest, et le nord, nord-est et nord-ouest. Donc, j'ai utilisé toujours le même guide d'entretien, à savoir ce que les gens brûlent durant les problèmes ordinaires, les problèmes de la vie quotidienne, ce qu'ils brûlent durant les événements extraordinaires, heureux de l'existence, mariage, toutes les cérémonies de mariage, nuptial, etc. Vous avez accouchement, naissance, circoncision, enfin tous les événements heureux, anniversaires, etc. Et vous avez les événements sacrés, tout ce qui est en rapport avec le religieux et le lieu saint. Donc j'ai toujours utilisé le même guide, et quand j'ai interrogé les personnes. L'enquête a eu lieu, je me suis rendu compte que dans chaque région, en fonction des situations, des événements, les encens sont différents. Et d'une région à une autre, ils sont différents. Ce qu'il y a une différence. Sont appréciés, appréhendés différemment. Et même la valeur de l'encens diverge d'un endroit à l'autre. C'est la composition qui peut différer. La composition peut différer, mais en revanche, ce que je viens de dire, à savoir le mélange des substances appétitives et des substances aversives, c'est-à-dire les substances qui attirent le bien. Oui. Donc ces mélanges-là sont toujours pareils. C'est toujours pareil. Quelle que soit la situation, on trouve comme je l'ai décrit tout à l'heure. Donc au niveau il y a certaines lois qui sont les mêmes. Maintenant, les compositions peuvent varier en fonction des régions. Au niveau de la composition, mais pas au niveau des mélanges.
homogènes, hétérogènes, etc. Donc les mélanges entre substances qui attirent le bien et substances qui repoussent le mal. Là, c'est les mêmes lois, les mêmes règles qui Mais interviennent. qu'est-ce qu'on entend par le bien et le mal? Et quelles en sont les sources? Alors là aussi, c'est quelque chose d'assez particulier parce que normalement, si vous voyez un dictionnaire, le bien, c'est ce qui s'oppose au mal. Ce qui s'oppose au bien, c'est le mal. Et ce qui s'oppose au mal, c'est le bien. Eh bien, on se rend compte là que dans la mentalité magico-religieuse, la mentalité, disons, ce qui est le contraire du bien, c'est pas le mal, c'est l'absence de bien. Et le contraire du mal, ce n'est pas le bien, c'est l'absence de mal. Cela veut dire que quand il y a le problème, par exemple, quand j'utilise des substances pour attirer le bien, le fait d'attirer le bien, ça ne veut pas dire que ça va repousser le mal. Le fait de repousser le mal, ça ne veut pas dire que ça va. Quand je repousse le mal, ça veut dire que le bien va être présent. Hein. C'est-à-dire l'absence de mal, ça ne veut pas dire qu'il y a présence de bien. Et la présence de bien, ça veut dire qu'il y a absence de mal. Vous voyez un peu, c'est compliqué. C'est-à-dire que le mal et le bien sont indépendants l'un de l'autre. Non. Et ce qu'on entend, moi j'entends par bien, c'est tout ce qui est. C'est un peu tautologique de dire que le bien, c'est ce qui est bon pour l'individu. Et le mal, ce qui est mauvais pour lui, pour sa famille, etc. Bon. Du point de vue au niveau du concret de la vie quotidienne, le bien, c'est ce qui me permet de satisfaire de mes désirs, mes projets, etc., d'atteindre mes projets. Alors que le mal, c'est au contraire, va les contrarier. Hein. Un peu. Alors ce qui fait que c'est je crois que là, c'est une explication qui est plutôt matérialiste, alors qu'il y a une explication qui est plutôt une dimension qui est tout autre, qui est la quête spirituelle à travers les encens. Parce qu'il y a une quête formidable. Les encens avant étaient l'or de maintenant. Ils avaient une valeur inestimable. Et cette quête d'absolu, elle ne pouvait être que spirituelle. Oui, mais ça c'est des dimensions qui sont plus d'ordre spirituel et philosophique. Mais dans la vie quotidienne des gens, les gens, lorsque vous leur dites pourquoi, ils disent non, c'est comme ça. Pourquoi vous mettez telle ou telle chose? C'est comme ça, c'est la tradition. Ils ne vont même pas d'explication. Ils ne vont pas expliquer pourquoi. C'est-à-dire, je pense que le scientifique va donner des explications, mais l'homme du commun vit les traditions. Il les vit, il reste au niveau du vécu. Mais il les vit et il les transmet. Et c'est cette transmission qui donne leur valeur. Il les vit et il les transmet. C'est une transmission naturelle. Mais il ne les explique pas. Il peut pas quand vous dites pourquoi on fait ça, il dit non, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça se fait comme ça. Bon, c'est pour ça que. Mais je crois qu'il y a un inconscient quelque part, parce que comme c'est associé à Dieu, aux religions, il y a une dimension spirituelle, et c'est ce qui fait que les gens y croient. Si vous voulez, voilà comment ça s'est passé. La première, le travail que j'ai fait, c'est un travail uniquement de recueil de l'information, sans a priori. Oui. Je n'ai fait que recueillir des informations. Je n'avais pas d'idée. C'est un travail immense. Recueillir les informations, et ce n'est qu'en un deuxième temps qu'il a fallu. Donc le premier boulot que j'ai fait, c'est un travail de vraiment compilation, de terrain. C'est un travail de terrain. Et de recueil d'informations. C'est pas une mince affaire. Hein. J'étais dans une situation, non pas de quelqu'un d'un élève, essayant d'apprendre. Donc j'ai utilisé des techniques plutôt, j'écoutais, j'essayais de comprendre les personnes, et je travaillais toujours, jamais avec une personne, uniquement en famille. Donc j'ai utilisé un peu la peur de l'immersion, je me suis immergé dans le milieu, dans le terrain même. Et c'est un milieu de femmes.
Parce que là aussi, j'ai mis beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que c'est difficile de pénétrer dans un milieu traditionnel féminin. Il faut préparer le terrain, il faut Oui, se mais faire tu connaître. as commencé très jeune, donc ça t'a Oui. facilité Oui. l'introduction. Et donc, mais il a fallu, oui, mais intervenir aussi en famille. Quand je vais ça avec d'autres personnes. Donc, de toute façon, est-ce que pouvoir, mais pour pénétrer dans un milieu comme le sud tunisien, ou dans le milieu des contrées plus lointaines et les plus traditionnelles du pays, c'est pas facile. Il faut vraiment beaucoup de délicatesse, il faut mettre en confiance et pour se faire accepter. Mais c'est un exercice qui C'est pour ça que sollicite depuis ton enfance, oui. non? Non, c'est parce que j'ai. Oui, l'idée est venue de mon enfance, mais le travail que j'ai fait, c'est des années 80-90. Oui. Hein, Mais je veux dire, jusqu'à aujourd'hui. ta mémoire remonte à l'enfance avec tes tantes, tes parents. Oui, mais ça, je veux dire, moi je l'ai vécu, mais je ne l'ai pas compris. Ce n'est qu'après que j'ai trouvé le besoin inconsciemment de voir un petit peu ce qu'il y a dans cette poignée de main. Ce n'est qu'après que j'ai essayé de. Mais ce qui fait que mon travail a consisté d'abord de recueillir l'information in situ, in vivo, en situation et de façon vécue vraiment chez les gens. Comme un scientifique. Non, non, comme personne. Comme un huissier. Non, justement, c'était en immersion, parce que si je m'amenais chez les gens en tant que prof scientifique, je les braque complètement, ça ne marche pas. Donc il fallait là... Non, je veux dire, à l'intérieur de ta réflexion, c'était non, au début, non. l'observation d'un scientifique, même pas. Non, l'observation pure et simple, sans a priori, sans jugement de valeur, sans rien du tout, uniquement recueillir l'information, écouter, comprendre. Point. Et essayer de, naturellement. Donc c'est cette première approche. Ensuite... Et tu en es où, là? Ce n'est qu'une fois que c'est terminé qu'il a fallu faire la deuxième partie, qui est un travail de documentation, d'analyse, d'interprétation, de synthèse, etc., de toutes ces données qui ont été recueillies et qui ont donné et qui ont fait l'objet d'ouvrages. Une analyse et une interprétation de cette transmission par les femmes. Par les femmes, oui. Parce que le problème, c'est que les caractéristiques générales, c'est que d'abord, c'est une pratique universelle, en ce sens que toutes les cérémonies de la vie, qu'ils soient fastes ou néfastes, qu'ils soient sacrés ou profanes, toutes ces cérémonies, dans toutes ces cérémonies, il y a des encens qui sont brûlés. Bon. En plus, c'est une... Et parfois inconsciemment, d'ailleurs. Non, les gens brûlent les encens. Mais inconsciemment, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils le brûlent. Souvent. Les jeunes ne savent pas, mais quand même, ils savent que durant le mariage, il y a l'encens du mariage. Ça n'a pas la même odeur que l'encens du mort. L'encens des circoncis. Donc, quand ils font ça, ils connaissent les formules. Pas les jeunes, les adultes. Les jeunes ne savent pas. Ce sont des consommateurs. Les hommes aussi ne savent pas. Ce sont uniquement les femmes. Parce que là aussi, c'est une troisième caractéristique, c'est une pratique essentiellement féminine. Oui. Ce sont les femmes qui vont acheter des substances ou vont même les cueillir dans la campagne, ils vont les préparer. Et d'ailleurs, les encens qui sont vendus dans les souks, ce sont les femmes qui les ont préparés à la maison. Ce ne sont pas les hommes, parce qu'on a l'impression que ce sont les hommes, les marchands, qui connaissent les vendeurs, les herboristes. Ce ne sont pas eux qui connaissent, ce sont les femmes. Donc c'est une pratique essentiellement féminine. Et aussi c'est une pratique cachée. C'est-à-dire que c'est caché dans le sens que, par exemple, devant toi, je ne veux pas brûler de l'encens. Mais quand tu vas partir, parce que j'ai peur de ton mauvais œil, je vais brûler de l'encens. Mais avant que tu ne viennes, bon, je te rassure, je n'ai pas brûlé de l'encens avant que tu ne viennes. Mais généralement, les gens, avant l'étranger ou l'invité, brûlent de l'encens avant et après son départ. C'est rare qu'il brûle devant lui parce que c'est un peu... c'est mal vu. Hein. D'ailleurs, ça ne peut avoir une certaine efficacité lorsque ça se fait en cachette. Donc c'est un... En l'absence de l'intrus. De l'intrus. Ou, bon, il vous est arrivé, durant les mariages, de sentir des odeurs. Bien sûr. Dans les bonnes occasions, généralement. Moi, il y a une question, c'est la transmission de
de ses habitudes, de ses... Alors là c'est pour l'avenir. Le problème, voilà, c'est qu'il faut savoir que les enfants relèvent d'une mémoire collective et d'un contrôle social. C'est-à-dire, les familles traditionnelles, c'était des familles au sens large du terme. C'est-à-dire, en plus du couple, il y a les belles-mères, il y a les grands-mères, il y a parfois la tante qui ne s'est pas mariée ou qui a Et en divorcé, général, qui cohabite avec parfois des employés de maison, etc. Donc il y a parfois jusqu'à une vingtaine de personnes. Lorsqu'il a des cérémonies de prévues, c'est ensemble qu'ils vont décider, en fonction de leur tradition, décider ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc ce qui fait qu'il y a une mémoire collective, il y a aussi un contrôle social. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a un contrôle social. À savoir, des choses à faire ou ne pas faire. Par exemple, pour la transmission pour la composition de l'encens, oui. Par exemple, le mariage, quelles sont les traditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs traditions en ce qui concerne le mariage. Oui. Donc, mais c'est les femmes ensemble qui vont, même si une des femmes est un peu à oublier, les autres vont, si vous voulez, vont lui rappeler ce qu'il faut faire. Donc la mémoire est une mémoire collective. Il y a un contrôle social, une mémoire collective. De ce que... Ensuite, invisible. Non, ensemble. C'est ça, très bien. On le voit se réunir, elles se réunissent et ça. Mais de nos jours, ça se voit, ça. Oui. Dans les sociétés. Et c'est simple, lorsque vous voulez marier votre fille comme ça, bon, l'essentiel, il y a beaucoup de choses qui se font collectivement. On se met d'accord, ce qu'il faut faire, on ne peut pas faire, etc. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a des traditions, il y a des règles, il y a des normes. Et tu penses que ces traditions sont restées vivaces ou elles sont en train de tomber en désuétude dans cette civilisation qui est très différente de celle à laquelle... Alors c'est ça ce que je voulais répondre. C'est que il y a un contrôle, dans des grandes familles, c'est la mémoire collective qui domine et le contrôle social. Mais ce dont j'ai peur, c'est lorsque la famille se réduit au couple. Il n'y a plus cette mémoire collective, il n'y a plus ce contrôle social. Ce qui est de plus en plus le cas. Et c'est là où les traditions risquent de se perdre. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de traditions orales. Leur transmission, c'est une transmission orale. Et ce sont les femmes qui vont transmettre à leurs filles ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc il s'agit de transmission typiquement de mère à fille. Mais si maintenant s'il n'y a plus ce contrôle social, s'il n'y a plus cette mémoire collective, j'ai peur que, d'ailleurs, comme il s'agit de ce qu'on appelle un patrimoine immatériel, le fait qu'il est immatériel, il est fragile. Et il n'a pas disparu, mais il est en danger de disparition. Et il est possible que ça dépende des milieux aussi, des milieux sociaux, des milieux intellectuels, écoutez, parce que dans nos familles, par exemple, on ne voit pas du tout cette présence de l'encens, il faut reconnaître, hein. Alors que dans d'autres... Non, je ne sais pas. Moi, je crois que au contraire, on voit, mais je vous dis, c'est caché. Et c'est pas parce que les hommes ne le savent pas. Les hommes ne sont pas au courant de ce qui se passe. Les hommes, ils sont toujours maintenus à l'écart. Ils sont maintenus à l'écart. Ils sont maintenus à l'écart et pour eux, c'est une affaire de femmes. C'est en l'absence de leur mari et en l'absence des hommes qui vont brûler des encens. Ah bon? Ah oui. Tu me fais bien de le dire. Mais là, il y a un chapitre important qui est la momentologie, justement. L'utilisation de ces encens-là à différents moments. Et vous dites que c'est la science des moments propices, justement. Il y a certains moments propices pour brûler les encens. Et je crois que vous avez cité l'imam al-Bayhaqi du XIe siècle. Il existe des moments, des lieux, des états d'âme et des personnes bonifiées, c'est-à-dire auxquelles Dieu a attribué plus de mérite qu'à d'autres. Ainsi ont été favorisés notamment des temps sur d'autres, des années sur d'autres, des mois sur d'autres, des nuits sur d'autres, des jours sur d'autres, des heures sur d'autres et des instants sur d'autres. Ce sont des moments propices où Dieu descend au premier ciel et où s'ouvrent les portes célestes pour les invocations et où descendent la victoire la plus salvatrice et les grâces divines. Oui,
Bon, en fait, je citais ce texte-là parce qu'il est très explicite. On ne brûle pas les encens n'importe quand. Il y a des moments propices. Il y a des jours propices, il y a des moments propices. Pour vous donner un exemple, sur la semaine. La semaine, les 7 jours, il y a une semaine qui est profane, si on peut dire. Bon, la semaine profane, le jour va de 0 heure à 24 heures. Mais il y a, alors que la journée, la semaine rituelle dans l'islam, dans le pays arabe, musulman, la semaine rituelle est différente. C'est-à-dire que le jour va commencer la veille. Par exemple, le lundi commence la veille de lundi et se termine la veille de mardi. C'est un décalage. Oui. Il y a des jours qui sont en plus considérés comme fastes et des jours qui ne le sont pas. Par exemple, les jours fastes dans l'islam sont trois jours. Le lundi, le jeudi et le vendredi. Il y a des jours qui sont considérés comme des fastes, le mardi et le samedi. Et des jours qui sont ambivalents. Peuvent être l'un et l'autre. C'est le mercredi et le dimanche. Donc il y a, même au niveau des journées, il y a des encens qui vont être brûlés plutôt tel jour, à telle heure, par exemple les heures de prière, avant les prières ou après la prière. Voyez-vous un peu, il y a ce que j'ai appelé, moi, la momentologie, c'est-à-dire la science des moments propices. Des moments propices. On ne brûle pas l'encens n'importe comment. Voilà un peu il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres. Voilà, là aussi, c'est cette tradition qui dicte ces règles. C'est un calendrier rituel. Un calendrier rituel. Moi, je pense que là, à travers les civilisations, c'est pas parce qu'il y a eu l'introduction d'une civilisation, de technologie, que tout cela va s'arrêter, parce que de toute façon, le monde a depuis toujours évolué par à coup et chaque moment a interrompu un autre moment. Mais les encens ont continué à produire leurs effets partout et sont toujours présents dans nos vies. Je vais vous donner un exemple. Vous m'avez dit comme le fait que ce soit quelque chose d'invisible, de caché. Il y a eu une enquête qui a été faite. Moi, la première enquête que j'avais faite, c'est dans le sud tunisien, la région de Gatsa et Tozeur. Premières observations. Oui. Ils Ils sont très friands de cela. Hein. Alors, et c'est là le déclencheur aussi était lors d'un séjour que j'ai effectué de quelques mois d'ailleurs dans le sud tunisien en été, juillet-août, j'ai vu cette profusion d'encens, différentes situations, etc. Or, j'avais avec moi apporté un livre, je ne citerai pas le nom de ce bouquin, c'est une équipe de chercheurs qui ont fait, durant 5 ans, dans un village voisin, durant 5 ans, ont étudié les traditions et les coutumes. Et dans ce livre-là, il n'y a aucune allusion, ou très peu d'allusions aux enfants. Et durant 5 ans d'études. Selon vous, pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas découvert, pourquoi ils n'ont pas eu un... Bien tout simplement parce qu'ils ont interrogé que les hommes, ce sont des chercheurs. Et c'est difficile de pénétrer les milieux de femmes dans ces... Donc ils n'ont interrogé que les hommes ce sont les femmes qui sont les gardiens des traditions et qui transmettent les traditions. Les hommes, c'est pas leur affaire en fait, en matière d'encens, je parle. Oui. Donc non seulement ils ont eu affaire qu'aux hommes, ils ont donc plutôt interrogé durant 5 ans. Hein. Et d'autre part, ce sont des pratiques cachées, secrètes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de... On ne voit pas ces encens. De temps en temps, on sent une odeur en passant devant une maison, en rentrant dans un magasin. Mais il faut voir que actuellement, on brûle des encens dans les commerces aussi. Les commerces aussi. Pour attirer la clientèle. Dans les souks. Dans les souks. Oui. Et même dans les centres commerciaux. Devant des boutiques. Dans certains magasins. Dans certains magasins modernes. Oui, tout à fait. Oui, mais dans les lieux de culte, il y a toujours l'odeur de l'encens. Ah, toujours. Toujours. Les lieux de culte, c'est-à-dire il y a à la fois les zawiyas, c'est-à-dire les institutions maraboutiques, et vous avez la mosquée.
En dehors de la prière, hein, on ne fait pas, parce que dans l'islam, la prière, on ne met pas pendant la prière, on ne met rien du tout. On peut pas de l'encens. Mais dans certaines cérémonies, par exemple de lecture du Coran, on peut mettre de l'encens, par exemple. Et pendant le mois de Ramadan, juste avant, je pense, la rupture du jeûne. Après la rupture du jeûne, pourquoi? Parce que certains pensent que on ne doit pas sentir de l'encens parce que ils peuvent rompre le jeûne. Avant la rupture du jeûne, exact. Il faut ne faut pas qu'il y ait d'odeur. Après la rupture du jeûne. Pas seulement l'encens d'ailleurs, les parfums, tout cela. Tout ça, oui, c'est bon. Moi je pense que s'il y a transmission de ces pratiques, ce sera par le fait des lieux de culte. Transmission des beaucoup plus que par les femmes. Oui, mais parce que les femmes viennent à la modernité, elles sont coupées de leur transmission. Et mon objectif aussi, c'est en écrivant cela, c'est aussi de pouvoir faire une transmission par écrit. Parce que les paroles qu'on dit s'envolent, mais les écrits restent. Exact. Et c'est pour ça que mon objectif principal, c'était d'essayer, donc faire ce peu, de sauvegarder un peu une partie de ce riche patrimoine. Parce que ce que j'ai fait là, je n'ai pas tout vu, c'est immense. Mais je pense avoir un échantillon un peu représentatif de ce qui se fait actuellement dans le pays. Je crois que le but est atteint parce que le livre appelle à aller même plus loin, à essayer de découvrir d'autres choses et à un questionnement perpétuel. Le mien, c'est sur la transmission, sur l'avenir, sur le... je ne sais pas si tu as un questionnement aussi. Moi, je pense que... Oui. Moi, j'ai pensé que le fait, justement, d'écrire sur les encens, ce qui était inconscient auparavant, et on n'y attachait même pas d'importance. Bon, on sentait les choses, mais on savait pas, on passait comme ça. Là, maintenant, justement, il y a une signification. On sait le pourquoi des choses, et la signification aussi. Et à travers l'odeur, on peut aussi savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il y a comme occasion, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que c'est un mariage, bon, ça sent bon, il y a des choses comme ça. Ça devient vraiment conscient. Absolument. Pour ce que je voulais dire, c'est que finalement, qu'est-ce qui ressort finalement de ça? Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est que moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ce que mon étude a permis de montrer, c'est que d'une part, comment dans une poignée d'encens, voilà une poignée d'encens, et dans une poignée d'encens, en apparence, un mélange. Ça, c'est de l'encens. Oui, d'encens. Il n'y a pas d'odeur là, parce que c'est pas brûlé. Pas brûlé. C'est ça. Mais dans une poignée d'encens, dans un mélange en apparence dérisoire, banal, oui. Banal, oui. Eh bien, comment dans une poignée d'encens se reflète en réalité l'infini? Et de voir aussi que c'est ça le problème. Comment dans une poignée d'encens, en apparence, un mélange en apparence dérisoire, hétéroclite, se reflète l'infini. L'infini par la pérennité du monde. Hein. Et toute cette symbolique d'une extrême richesse. Et de voir aussi que, en matière de voir aussi que le quotidien, des femmes notamment, n'est pas si ordinaire que cela. C'est un extraordinaire, en quelque sorte, chaque jour renouvelé. Je voudrais simplement donner un exemple d'un rite qui est un rite extrêmement frappant. Ce rite doit avoir lieu le mercredi avant le lever du jour, donc aux premières lueurs de l'aube. La jeune fille qui est désireuse de se marier s'habille en robe de mariée et brûle de l'encens. Alors l'encens, c'est celui-là, voilà, cet encens-là, qui est composé d'une quarantaine d'éléments. D'origine animale, on ne dirait pas, hein,
dirais presque de la poudre. À la Voilà, limite, poudre. hein. Végétale, quarantaine d'éléments. Et notamment, il y a un élément, donc il y a des substances végétales, animales, minérales, et un élément qui, qui s'appelle en arabe bonheur. Voilà. C'est le souché odorant. En arabe, elle l'appelle bonheur. Et la jeune fille brûle de l'encens et interpelle son bonheur. Interpelle son bonheur. Et elle dit, ô bonheur, ô bienheureux, viens à moi pendant que les gens dorment. Montre-moi ma maison parmi les maisons, mon bonheur parmi les bonheurs, mon homme parmi les hommes et ma tombe parmi les tombes. C'est très poétique, C'est très c'est très imagé en même temps. Et dans ce rite, il y a pratiquement toute la vie de la femme. Toute la vie Oui, de ce- oui, oui, Toute la tout vie à de la fait. femme. C'est très émouvant. Oui. Et c'est pour ça que Parce finalement. qu'il n'y a pas que le bonheur, il y a la recherche du bonheur, il y Oui, a l'espoir. et je du me suis bonheur. rendu compte que dans cette poignée d'encens, en fait, il y a l'espérance d'une vie meilleure. Oui, oui, oui. L'espérance d'une vie meilleure. Et c'est pour ça que je me suis dit, au début j'avais donné comme image, je dis c'est un peu comme la Madeleine de l'amour. À l'introduction, j'avais parlé de la Madeleine de Proust. Cette fois-ci, c'est un autre symbole qui me revient à l'esprit, c'est la boîte de Pandore. Vous savez que Pandore. C'est comme Proust, c'est interminable. La boîte de Pandore, c'est une boîte qui a été confiée à Pandore et avec l'interdiction de l'ouvrir. Or, la curiosité féminine fait qu'elle a quand même ouvert la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Et tous les maux de l'humanité, tous les maux se sont répandus. Tous les malheurs, les calamités, etc. sont répandus. La seule chose qui est restée au fond de la boîte, c'est l'espérance.